Pendant longtemps, on a cru que les tumeurs au cerveau avaient un pronostic catastrophique. On a cru également que si on opérait le cerveau de patients qui menaient une vie presque normale avant le diagnostic de la tumeur au cerveau, nous allons générer des séquelles irrémédiables. En fait, nous nous sommes aperçus, et c'est ce dont on va parler de façon beaucoup plus précise dans cet exposé, qu'il était possible d'opérer de façon fiable, reproductible et avec très peu de séquelles des patients porteurs de lésions parfois très volumineuses, de la taille d'un pamplemousse à l'intérieur du système nerveux central, sans générer de troubles et en leur permettant de reprendre une vie totalement normale, que ce soit sur le plan familial, social et professionnel. Pendant longtemps, on a cru que les tumeurs cérébrales étaient synonymes de pronostic vital engagé dans un avenir à très court terme, ça veut dire dans les 6 mois à 1 an. Malheureusement, ceci est vrai pour les tumeurs qui sont malignes, qu'on appelle les glioblastomes, mais il y a une autre frange de tumeurs primitives du système nerveux central, en d'autres termes, qui ne sont pas des métastases venant d'ailleurs, mais qui sont vraiment des tumeurs du cerveau qui évoluent pendant des mois, voire même des années, avant que le diagnostic ne soit réalisé. Et ce qui est étonnant, c'est que ces tumeurs, la plupart du temps, se développent chez les patients relativement jeunes, de 30 à 40 ans, qui mènent une vie totalement normale sur un plan familial, socio-professionnel, qui sont très actifs, qui ne se plaignent d'aucun symptôme, et qui pourtant, un jour, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont bu de l'alcool, vont faire une crise d'épilepsie, qui est un signal d'alarme du cerveau, qui est en train de nous dire « je ne peux plus continuer à tolérer le développement de cette tumeur lentement évolutive ». Et c'est là où on diagnostique ce qu'on appelle un gliome de bas grade, à savoir une lésion qui a évolué pendant des années, mais qui, si on ne fait rien, continuera non seulement à progresser, mais à se transformer en tumeur maligne et revenir au pronostic des glioblastomes tels que je les ai définis tout à l'heure, à savoir avec un risque vital engagé dans les 6 à 12 mois, à la limite, quels que soient les traitements que l'on peut faire. Ce qui veut dire que du coup, on se retrouve confronté à un dilemme qui est, d'un côté, diagnostiquer une tumeur qui est déjà très volumineuse, de la taille d'une orange, d'un pamplemousse, chez un patient qui, de notre côté, n'a aucun symptôme, si ce n'est cette crise d'épilepsie révélatrice, voire même un diagnostic totalement fortuit, puisque de plus en plus, nous avons un accès facilité aux IRM cérébrales pour j'ai mal à la tête, pour j'ai un traumatisme crânien bénin, et on fait une imagerie et on découvre le poteau rose, nous sommes porteurs d'une très volumineuse tumeur qui n'a jamais donné le moindre symptôme. Mais nous savons, encore une fois, que si on ne fait rien, elle va évoluer, elle va donner des troubles neurologiques aux patients qui finira par décéder de cette tumeur. C'est là où nous avons décidé depuis 17 ans de changer totalement d'état d'esprit en disant est-ce que nous pouvons opérer le cerveau préventivement chez un patient asymptomatique, ou du moins avec une seule crise, et qui mène désormais à nouveau une vie normale sous traitement antiépileptique, avec la certitude quasiment absolue que nous n'allons pas générer de séquelles, tout en enlevant la majeure partie de la tumeur, de façon peut-être pas encore à guérir le patient, mais à éviter que cette dernière ne devienne maligne, et donc permettre aux patients de vivre normalement pendant 5, 10, 15 et peut-être 20 ans. Encore une fois, je n'ai que 17 ans de recul à l'heure actuelle. La réponse est c'est possible. Nous avons pour cela décidé de mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau à l'échelon individuel. En d'autres termes, nous réveillons les patients pendant les interventions chirurgicales. Ceci nous permet de fait, parce que le cerveau ne peut pas ressentir sa douleur, de faire une véritable carte de la fonction, à la fois au niveau de la surface, ce qu'on appelle le cortex du cerveau, la substance grise, mais aussi en profondeur, les axones, les corps des neurones, en d'autres termes les câbles, la substance blanche, qui nous permet ainsi d'avoir une vision globale du fonctionnement du système nerveux central de ce patient à ce moment précis, alors qu'il est en train de réaliser des tâches en continu pendant qu'on enlève une partie de son cerveau infiltrée par une maladie tumorale chronique. Ceci, encore une fois, est possible à partir du moment où, évidemment, les patients sont endormis pour l'ouverture et la fermeture, la peau, le crâne, mais dès qu'on arrive en surface du cerveau après avoir ouvert ce qu'on appelle la méninge,
le cerveau n'est pas capable de ressentir ni de douleur, ni même qu'on le touche, parce qu'il n'y a pas de récepteur en surface. Ce qui veut dire que grâce à la magie de l'anesthésie actuelle, on peut arrêter des drogues et faire qu'un quart d'heure plus tard, nous soyons totalement réveillés, comme je le suis à l'instant T. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le patient qui est couché sur la table opératoire sur le côté va être supervisé dans ses tests par un neuropsychologue, un orthophoniste, un neurologue, et de façon continue, pendant approximativement 2 heures, faire des tests qui nous permettent de vérifier s'il est capable, bien entendu, de bouger, de parler, mais également de comprendre, mais également de faire des tests d'association. On peut aller jusqu'au jugement, on peut aller jusqu'à tester l'émotion, et on peut aller également à tester ce qu'on appelle la métacognition, ça veut dire la capacité pour le patient de s'auto-évaluer lui-même dans ses réponses en vérifiant s'il est capable de donner quelque chose de correct en termes de résultante finale par rapport à la question posée initialement. Et pendant ce temps-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle les stimulations électriques, puisque le cerveau, c'est essentiellement de la biochimie et de l'électricité. Ce sera une véritable lésion virtuelle transitoire. Qu'est-ce qui se passerait si on enlevait cette zone du cerveau, tant en surface qu'en profondeur? On appose la sonde électrique pendant quelques secondes, et si le patient est à ce moment-là interrompu, comme je peux le mimer à l'instant T, parce qu'on a stimulé une porte d'entrée du réseau qui participe à la fonction, en l'occurrence, de production de la parole, alors nous savons qu'il faut à tout prix préserver cette région du cerveau. Sinon, on générera des séquelles permanentes, ce qui n'est évidemment pas acceptable chez un patient qui mène une vie normale avant même qu'il ne soit opéré. Et on fait ceci à la fois en surface et en profondeur, ce qui veut dire qu'à la fin, on obtient une véritable cavité, parfois gigantesque, à savoir, on peut être amené à enlever 1 ou même 2 lobes du cerveau chez un patient qui va continuer pendant 2 heures à faire des tests comme si de rien n'était, hormis une certaine fatigabilité bien compréhensible. Et à la fin, nous savons que toutes les zones que l'on touche dans la cavité seront à l'origine d'une perturbation neurologique. En d'autres termes, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Mais on est allé aussi au maximum pour pouvoir donner une vie supplémentaire aux patients qui se chiffre maintenant en années et pas juste en quelques mois, tout en préservant sa qualité de vie. Par ailleurs, ceci nous permet également, bien entendu, de mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux central et de comprendre en particulier que le cerveau est capable de se réorganiser, ce dont nous parlerons dans un autre exposé. Ce sont les phénomènes que l'on appelle de plasticité cérébrale et qui rendent possible l'ablation d'un ou deux lobes en région dite a priori fonctionnelle du cerveau sans qu'il n'y ait la moindre conséquence. En d'autres termes, nous avons, grâce à cette méthodologie, dans les gliomes diffus de Bagrane, doublé les médianes de survie qui sont de l'ordre à l'heure actuelle de 15 ans. Et ça ne veut pas dire que tous les patients vont décéder au-delà de 15 ans, ça veut dire que nous n'avons pas encore le recul suffisant et que j'espère continuer évidemment à surveiller ces patients au-delà de 20 ans. Mais qu'entre-temps, ils mènent une vie normale. Il y a des chirurgiens qui opèrent les patients à l'heure actuelle avec un lobe en moins. Il y a des avocats, il y a des chauffeurs de taxi, il y a des musiciens. Il y a toutes sortes de métiers qui sont représentés avec des patients qui sont venus de 40 pays différents, donc avec des langues différentes, ce qui veut dire que parfois on a besoin également d'une traduction en simultané au bloc opératoire, comme ça a été le cas aujourd'hui même en polonais, et ce qui nous permet ainsi de nous adapter non seulement à chaque patient parce que nous avons tous un cerveau différent, mais aussi à chaque culture, voire même à chaque religion. La chirurgie chez les patients éveillés porteurs de tumeurs cérébrales nous a permis d'évoluer vers une neurochirurgie préventive et même vers une proposition de dépistage systématique dans la population générale jeune de tumeurs cérébrales passées inaperçues avant même que le moindre symptôme neurologique n'apparaisse. Ce qu'il faut donc dire, c'est qu'il faut être d'une reproductibilité massive pour pouvoir se permettre de proposer sur maintenant plus de 500 patients d'avoir eu une chirurgie qui n'a débouché sur des séquelles que dans moins de 0,5% des patients.